Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Les déplacés de la zone Gatumba suite aux inondations qui vivent dans le site de Gateri en commune Bukinanyana demandent au gouvernement de leur doter des logements appropriés puisque les tentes qui leur servent d'abri sont usées à l'approche de la saison de fortes pluies. Les syndicats des travailleurs de l'Université du Burundi menacent de boycotter la reprise des activités académiques si la question de la nouvelle politique salariale n'est pas résolue dans les plus brefs délais. L'annonce a été faite ce vendredi. En page sport, nous allons revenir sur la responsabilité de l'État burundais dans la non-participation de l'équipe de Dynamo Basketball Club à la compétition Road to Bal 2025 prévue ce mois d'octobre à Dar es Salaam en Tanzanie. Tout de suite, le développement de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Commençons ce journal par un petit rectificatif. Dans notre édition de ce vendredi, il y a eu confusion sur les noms des fabricants des boissons très alcoolisées à Kayanza. Nous avons évoqué un certain Mayondori à la place de Ndorichima di Ndori comme un des fabricants et vendeurs de ces boissons. Quant à François Ouidaguié, connu sous le sobriquet de Mayondori, il est le patron de l'entreprise Musumba Steel qui fabrique des matériaux de construction en acier au Burundi. Veuillez donc nous excuser pour ce désagrément. En page droit de l'homme, des Burundais vivant dans certains pays d'Afrique et du Golfe subissent des actes de torture et des traitements inhumains, selon Vianney Ndaïsava, secrétaire exécutif de l'association de lutte contre le chômage et la torture, à Luchoto en sigle. Il déplore l'inaction des représentations diplomatiques du Burundi dans ces pays, accusés de ne rien faire pour secourir leurs compatriotes en détresse. Vianney Ndaïsava s'est exprimé ce vendredi lors de la présentation d'un rapport de cette association sur les violations faites au Burundi à l'étranger. Suivez-le. Tubabaje cyane kandi duteye umutima uhagaze n'ihohoterwa ryakemwa muntu gufata mu nyamaswa. Nous sommes profondément attristés par les violations des droits humains, des traitements inhumains, des détentions arbitraires, des assassinats, des viols et les séquestrations dont sont victimes nos compatriotes burundais vivant en Zambie, au Malawi, en Tanzanie, à Oman et en Arabie Saoudite depuis janvier 2025 jusqu'au 10 octobre de cette année. Au Malawi, notamment dans le camp de réfugiés d'Izaleka, 2 Burundais ont été tués et 4 autres emprisonnés en Zambie. 16 ont été tués, soit 69 arrêtés arbitrairement et 19 torturés. Ces crimes sont commis par des agents de sécurité, des jeunes et des agents des services de renseignement. À Oman et en Arabie Saoudite, 120 et une femme burundaise ont été malmenées et victimes de viols. 97 autres ont été enfermés dans les maisons et les travail. 12 ont été tués. Leurs employeurs sont pointés du doigt comme auteurs de ces abus. En Tanzanie, 208 burundais ont été arrêtés illégalement et dépouillés de leurs biens. 9 ont été violentés et 42 torturés. Ces actes sont attribués aux forces de sécurité et aux agents de renseignement. L'Alchoto se dit profondément indigne par le silence et le manque de réaction des ambassadeurs du Burundi dans ces pays qui ne défendent pas les droits des Burundais. L'organisation appelle également le gouvernement du Burundi à veiller à l'application effective des accords conclus avec les pays partenaires sur la protection des travailleurs burundais à l'étranger. Igiranira n'abafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze ko ashirwa mu ngiro uko babisezeranye. Plus de 800 familles composées par des habitants de la zone Gatumba installés dans le site de Gateri, commune Bukinanyana en province de Bujumbura, demandent au gouvernement de leur doter des logements appropriés. Ces habitants indiquent que les tentes qu'ils avaient reçues sont usées et craignent qu'ils ne puissent être victimes de fortes pluies qui pourraient tomber les mois prochains.
Emmanuel Nyungeko revient sur les conditions de vie de ces déplacés de la zone de Gatumba. Ces déplacés victimes des inondations de la zone Gatumba sont composés par 1026 familles. À leur arrivée, notre source parmi ces habitants indique qu'ils ont reçu des tentes pour ériger leurs abris sur un espace de 2 mètres sur 2, sans tenir compte de l'effectif des membres de chaque famille. Plus de 800 familles demandent alors au gouvernement de leur octroyer des logements appropriés. C'est au moment où près de 200 familles viennent d'être dotées de maisons en tôle. Nous voyons que le gouvernement avait pris l'initiative de nous bâtir des maisons. Il y a au moins 200 familles pour lesquelles on a construit des maisons en bois et couvertes de tôle. Pourtant, plusieurs familles n'ont pas encore bénéficié de logements. On nous avait exigé de faire des terrassements et nous l'avons fait. Et il manque encore des tôles et des tentes qui seront utilisées pour le pourtour. Nous demandons au gouvernement de redoubler encore d'efforts. Ces habitants indiquent que les tentes qu'ils avaient reçues sont vieilles et craignent qu'ils ne puissent être victimes de fortes pluies qui pourraient tomber dans les mois prochains. Si nous considérons la période actuelle où la pluie pourrait prochainement tomber en abondance, nous avons peur que nous n'allons pas trouver de l'abri car les tentes que nous avions obtenues ont été déchirées sous l'effet du vent et du soleil. Que nous construisent des maisons, nous les victimes des inondations, afin d'éviter que la pluie ne puisse nous trouver encore dans ces vieilles tentes. Ces déplacés de la zone de Gatumba ont été transférés dans le site de Gateri au mois de décembre 2024 en provenance du site de Mobimbi. Sur les sollicitations de ses habitants, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi, pour recueillir sa version. Merci Emmanuel Nyungeko. Après une courte pause, nous continuons avec la page éducation. Les syndicats des travailleurs de l'Université du Burundi menacent de boycotter la reprise des activités académiques si la question de la nouvelle politique salariale n'est pas résolue dans les plus brefs délais. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une assemblée générale extraordinaire réunissant les membres des différents syndicats de l'institution. Les discussions ont porté sur la révision du système de rémunération, le statut particulier du personnel soumis à un régime spécial. Le président du syndicat SPUB, le professeur Désiré Nisuile, a exprimé l'indignation du corps professoral et administratif face au retard observé dans la mise en œuvre de la réforme salariale, alors que, selon lui, les fonds nécessaires avaient déjà été inscrits dans le budget de l'État. Je vous propose de l'écouter. Les syndicats de l'Université du Burundi ont généralement organisé une réunion générale extraordinaire conjointe pour parler de l'application de la notion de la nouvelle politique salariale. Et puis ils ont aussi échangé sur l'indemnité de logement. Donc il y a un procès qui a été généralement engagé entre l'Université du Burundi et les syndicats au niveau de l'Université du Burundi. Et sur le premier point, l'application de la nouvelle politique salariale au niveau des institutions à statut spéciaux, il a été suggéré que normalement, après les informations tenaient à ce que les commissions qui se sont succédées ont déjà envoyé le rapport au niveau de la présidence de la République. C'est l'information que nous avons maintenant. Alors, comme l'application de cette nouvelle politique salariale dans les institutions à statut spéciaux, généralement, la loi budgétaire prévoit donc de l'argent pour mettre en application, alors que avec la nouvelle loi budgétaire, on vient de passer 3 mois sans qu'on a mis à jour généralement les salaires des travailleurs. On a décidé que, comme ça se trouve au niveau de la présidence de la République, il faut une correspondance au niveau de la présidence de la République pour demander la mise en application de ce que le ministre a envoyé au niveau des institutions supérieures. Et on a conclu que, normalement, quand ça deviendra nécessaire, les travailleurs de l'Université du Burundi ne vont pas encore entamer la nouvelle année académique qui s'annonce aussi longtemps cette question n'est pas vidée. Concernant le procès que l'Université du Burundi a perdu et que généralement les syndicats ont gagné au niveau des institutions judiciaires, mais généralement qui reste en suspense, je crois qu'on nous a dit de suivre de près, jour par jour, heure par heure, et puis on va les communiquer l'issue de ce procès dans les meilleurs délais de la suite de ces points qui ont été débattus au niveau de cette Assemblée générale. Passons à la page agriculture. Les agriculteurs de différentes provinces du pays s'inquiètent que la période des semailles est bien avancée alors qu'ils n'ont toujours pas semé.
Les semences de maïs de la variété PAN 53 auxquelles ils avaient droit ne leur ont pas été distribuées car détournées par certaines autorités et certains commerçants. Ils craignent désormais de ne rien récolter lors de la prochaine moisson. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Depuis le 30 septembre 2025, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé la distribution de semences de maïs PAN 53 à l'échelle nationale, précisant qu'il distribuera 800 000 kg de semences de maïs dans 5 provinces du pays. Dans la région de Bujumbura, composée de 3 communes, la commune de Bubanza a reçu 60 000 kg, celle de Bujumbura 40 000 kg et celle de Chibitoke 60 000 kg. Dans la province de Buhumuza, la commune de Changuzo a reçu 50 000 kg, celle de Ruigi 50 000 kg et celle de Muyinga 60 000 kg. Dans la province de Gitega, la commune de Gitega a reçu 60 000 kg, celle de Karusi 50 000 kg et celle de Mwaro 50 000 kg. À Butanyerera, la commune de Kayanza a reçu 60 000 kg, celle de Ngozi 60 000 kg et celle de Kirundo 40 000 kg. Dans la province de Burunga, qui compte le plus de communes, la commune de Makamba a reçu 40 000 kg, celle de Rutana 50 000 kg, celle de Rumonge 10 000 kg et celle de Bururi 30 000 kg. Comme prévu, à cette même date, les semences ont été distribuées, mais elles ne sont pas parvenues aux populations car elles ont ensuite été transmises aux autorités, tandis que le reste a été donné à des commerçants. Alors qu'un citoyen pouvait se procurer 1 kilo de semences de maïs PAN 53 pour 4 500 francs, aujourd'hui ces commerçants les importent au marché où ils les vendent en surplus. En moins de 2 semaines, le prix d'un kilo est passé de 30 000 francs à 45 000 francs. Dans la commune de Kirundo, une grande partie des semences destinées à cette commune a été donnée à des commerçants affiliés au parti au pouvoir qui ont ensuite commencé à les vendre illégalement à 30 000 francs le kilo. Dans la commune de Makamba, les autorités ont ordonné que des semences de maïs soient distribuées aux agriculteurs qui ont participé à des travaux communautaires et affiliés au CNDD-FDD. Ceux qui achètent des semences de maïs sur le marché principal d'Ongozi ainsi que celui de Kayanza achètent 1 kilo de semences appelées PAN 53 pour 45 000 francs et les vendeurs sont très discrets. Tout cela pose problème aux populations qui doivent se procurer ces semences à un prix raisonnable car elles ne peuvent pas les obtenir et la saison des semis avance pendant cette période pluvieuse. Ceux qui n'ont pas semé tôt ne les auront donc pas plantés. Le prix des semences Bazoka, autrefois utilisées par les agriculteurs, a également augmenté sur le marché. À certains endroits, elles se vendent entre 68 000 et 20 000 francs le kilo. Les populations ne comprennent pas comment la semence PAN 53 qui leur était destinée ne leur est pas parvenue. Aujourd'hui, elles craignent de ne pas pouvoir récolter alors qu'elles vivent dans une situation de pauvreté extrême. Merci Innocent Valentin Singilangabo. Toujours en parlant agriculture, la non-concordance entre les noms inscrits et les titulaires des comptes bancaires, l'absence d'informations complètes sur l'UMICASH, ainsi que la transmission de numéros de compte erronés figurent parmi les principales raisons pour lesquelles certains producteurs de maïs ayant livré leur récolte à la NAGESA n'ont pas encore perçu leur paiement. Déclaration ce mardi du Premier ministre Nestor Nahonouye en réponse aux questions des députés. Il a néanmoins précisé que 95% des producteurs ont déjà été payés. Suivez plutôt le Premier ministre Nestor Nahonouye.
Concernant le maïs donc, tous les agriculteurs ont déjà été payés. Les personnes qui posent problème, comme l'honorable député l'a dit, ce sont les agriculteurs dont les numéros de compte fournis ne correspondaient pas. Par exemple, une coopérative peut décider de fournir le maïs auprès de la Nagesa, puis elle ouvre un compte bancaire au nom du responsable de la coopérative et nous constatons que les noms ne correspondaient pas au titulaire du compte. L'argent arrive à la banque et il devient impossible de le débloquer. C'est le premier cas. Un autre problème concerne des agriculteurs qui ont commis des erreurs dans les numéros de compte. On constate alors des difficultés. Troisièmement, il y a eu des cas où des personnes payées via l'Umicash n'ont pas fourni toutes les informations. Ces personnes sont peu nombreuses, mais lors de l'évaluation que nous avons faite la semaine dernière, nous avons constaté que plus de 95% des agriculteurs avaient déjà été payés. Cela concerne le maïs. À présent, page sport. La formation de Dynamo Basketball Club ne participera pas à la Road to Ball 2025 prévue du 15 au 20 de ce mois d'octobre à Dar es Salaam en Tanzanie. Les raisons et la responsabilité de l'État burundais dans cette non-participation à la compétition avec Désiré Hatungimana. Cette mauvaise nouvelle indiqua que Dynamo ne participera pas à la Road to Ball prévue à Dar es Salaam du 15 au 20 de ce mois a été communiquée au public amateur de basketball et aux partenaires de ce sport jeudi 9 octobre par la Fédération de basketball du Burundi, FEBABU. En mars 2024, à la conférence Kalahari en Afrique du Sud, le club de Dynamo a refusé de porter le logo du sponsor officiel de la balle Visit Rwanda et cette équipe burundaise a été exclue de la compétition. En plus de cette expulsion, Dynamo devrait également payer une amende de $50,000 américains. Les injonctions de ne pas porter les maillots avec le logo Visit Rwanda sont venues de la FEBABU, à l'époque dirigée par Jean-Paul Manirakiza, via un courrier envoyé au président de Dynamo, Jodassin Lukundo. Jean-Paul Manirakiza avait lui aussi reçu les injonctions du pouvoir de Gitega en conflit avec le Rwanda. Les informations en provenance de la FEBABU nous indiquent qu'en plus de cette amende de $50,000 américains, avant de participer à cette compétition prévue à Dar es Salaam, Dynamo devrait donner la garantie qu'une fois arrivé aux compétitions de la balle, qui va porter les maillots avec le logo Visit Rwanda, qui reste jusqu'à présent le sponsor officiel de la balle. Le pouvoir de Gitega a indiqué à Dynamo que c'est impossible de faire la publicité du Rwanda. Dynamo n'a pas alors pris la peine de s'inscrire et a été retiré de la Road to Ball. Merci Désiré Hatungimana. En page économie, le secteur minier burundais reste entouré d'incertitudes. En dépit des camions transportant des minerais précieux vers l'étranger, aucune mention claire n'est faite d'une entreprise ou d'un service public responsable de ces exploitations. C'est ce qu'a souligné l'économiste Faustin Ndikumana à la suite du lancement officiel par le président Evariste Ndayishimiye de ce qu'il appelle l'exportation des minerais burundais par la jeunesse. Faustin Ndikumana s'interroge toutefois sur la transparence des recettes générées et sur leur capacité à résoudre le problème persistant du manque de devises dans le pays. Si on analyse en profondeur le secteur minier dans notre pays, on constate depuis un certain temps qu'il est marqué par un manque de vision et une politique de tâtonnement. Tenez, à Rutana, en 2013, il y a eu démarrage de l'exploitation minière par le président Nkurunziza, mais il n'y a pas eu de résultat. L'exploitation des terres rares, même chose. L'Alliance mondiale pour le sport qui a redémarré l'exploitation minière à Ouaga ou je ne sais quoi. Un opérateur économique étranger qui venait très récemment signer une convention avec le gouvernement du Burundi, soi-disant qu'il allait débloquer $500 millions sur le compte de l'État pour commencer à exploiter certaines mines ici dans notre pays. Maintenant, on dit qu'on commence à exporter des mines de façon transparente. Cette politique de tâtonnement fait que le Burundi
il lui est difficile d'engranger des résultats, d'engranger des recettes visibles dans ce secteur. Encore une fois, qu'est-ce qui exporte? Ce sont ces associations de jeunes qui exportent. Ou bien c'est l'État, quelle entité publique responsable de l'exploitation de ces miniers. Encore plus, ce qui est intéressant, dans le processus d'exportation, ce sont les recettes qui en découlent. Est-ce que les recettes seront publiées? Le montant de ces ventes sera publié et voir comment il a été utilisé à la Banque centrale pour étancher, contribuer à étancher ces problèmes liés à l'arrêté des produits de première nécessité comme le carburant. Je dois dire que le secteur minier au Burundi, pour qu'il soit efficace, d'abord il faut un code minier complet parce que le code minier actuel manque encore certains textes d'application. Il faut mettre en concurrence les entreprises de prospection, d'exploitation, la transparence des contrats. C'était l'économiste Faustin Ndikumana. Clôturons ce journal par la page gouvernance. Le président du Sénat burundais appelle les représentants du peuple à ne pas donner des réponses politiques lorsqu'ils sont interrogés sur les problèmes qui touchent directement la population. Gervais Ndirakobucha a lancé cet appel ce 8 octobre 2025 lors d'une rencontre tenue dans la commune Manda, province de Bujumbura, avec les conseillers communaux et les responsables de différents services. Selon lui, il ne faut pas promettre à la population ce qu'on n'est pas capable de réaliser car cela ne résout rien. Suivez Gervais Ndirakobucha, le président du Sénat burundais. Nous entrons dans une phase de développement du peuple. Ce développement ne doit en aucun cas être politisé. Mes chers honorables, chefs de département, évitez de donner des réponses politiques. Vous êtes des experts, alors jouez votre rôle technique. Si une chose n'est pas possible, dites-le clairement. Ne trompez pas les gens en promettant que le problème sera résolu demain. Il faut proposer des solutions techniques. S'il y a une pénurie d'eau sur une colline, évitez de dire que les études sont en cours. Non, on vous demande simplement si l'eau est disponible ou non sur cette colline. Dites qu'il n'y en a pas, même si il n'y a aucun espoir pour les jours à venir. Répondez honnêtement qu'il n'y en a pas, à moins que d'autres mesures concrètes soient prévues. Ne dites pas que vous allez voir demain, non. Avez-vous fait des études qui est en train de trouver une solution? Il ne faut pas donner de faux espoirs au peuple pour des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Ce peuple est attentif. Ce ne sont pas les mêmes qu'avant. Aujourd'hui, ils comprennent et après, ils vous posent des questions. Et parfois, vous pensez qu'ils ne connaissent pas la réponse, mais si, et à la fin, ils vous jugeront stupide, même si vous êtes Même ce vendredi 10 octobre, Gervais Ndirakobucha a également rappelé aux administratifs de la commune Bukinanyana, en province de Bujumbura, que la raison principale de la réduction du nombre des provinces, tout en augmentant celui des communes et des zones, est la décentralisation, en vue de rapprocher les services de base à la population. Les documents administratifs que le citoyen venait chercher au niveau communal, qu'il puisse les avoir dans la zone la plus proche. C'est pourquoi le nombre de zones a été augmenté. Ce que le citoyen cherchait au niveau de la colline élargie, qu'il puisse l'avoir sur la colline la plus proche. C'est pourquoi les collines ont été multipliées. Que les documents administratifs qui étaient octroyés au niveau provincial soient fournis par l'administrateur communal. Nous ne voulons pas de désordre. Nous voulons qu'avec la nouvelle répartition des provinces, des communes, des zones et des communes, que les services administratifs soient rapprochés aux citoyens. Cela apporte beaucoup d'avantages. Le temps est venu pour que le citoyen soit bien servi sans rien lui demander en retour, car c'est notre travail. C'était Gervais Ndirakobucha, le président du Sénat burundais. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce samedi 11 octobre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Excellente soirée à tous.